bonsoir à tous. On est ravis d'être là, ça va être passionnant. C'est un sujet qui doit concerner tout le monde, théoriquement. On va parler de mutation, surtout de comment on renforce l'autonomie stratégique. Voilà, on parle de souveraineté, qui est un joli mot, mais c'est surtout l'autonomie stratégique, comment l'Europe arrive à gagner son indépendance par rapport à l'extérieur, à ce contexte quand même géopolitique quand même compliqué, on le sait. Et comment le challenge, c'est comment on renforce un peu l'écosystème entrepreneurs, entreprises, pour que justement elles soient actrices de cette souveraineté. Alors à la fois effectivement dans les talents qu'on peut avoir, donc ça on a des talents en France, en Europe, on a de la compétence aussi, on a des développeurs, on a des chercheurs, on a vraiment beaucoup de talents, et donc en fait qu'est-ce qui manque? Peut-être que vous allez nous donner la solution. C'est un vrai sujet. Alors on va enclencher une dynamique positive parce que l'idée c'est de faire quelques constats, mais d'avoir aussi quelque chose en termes de solutions, parce qu'il y a des solutions, on est quand même parti là-dessus. Et pour ça, on va dialoguer avec deux personnages, fort sympathiques d'abord, et puis très sur ces sujets-là. Alors on va avoir un entrepreneur à succès, vous verrez, dans la cybersécurité. Donc Jacques de la Rivière, qui est CEO de Getwater. Bonsoir, Getwater. Getwater. On met un S? Non. Getwater. Avec l'accent. C'est Weight Watchers, mais qui n'a rien à voir. Exactement. Je connais mieux. Et effectivement, un domaine clé dans la souveraineté, bien sûr, la cybersécurité. Et on va dialoguer avec finalement une banque qu'on ne connaît pas tant que ça. Vous allez nous dévoiler un peu tous les secrets. La Banque européenne d'investissement, la BEI, avec Grégoire Chauvière-Le Drian. On est dans la Bretagne, dans tout ça. Effectivement, qui est directeur du bureau France. Donc, parce que la BEI est européenne, mais a un bureau en France. Donc, on en parlera. Et on va faire un petit duo, une petite interview croisée. Parce que effectivement, ces deux acteurs vont nous parler de souveraineté et surtout d'autonomie stratégique. Alors, on va décrypter quand même quelques recettes. Et on va commencer par vous, Grégoire. Vous allez nous dire, on connaît bien la BPI France, surtout dans cet environnement. On est quand même chez BPI France, big, mais on connaît moins la BEI. Alors, on fait un petit raccourci, on se dit que c'est la BPI européenne, mais pas que. Vous allez nous dire un petit peu quels sont vos enjeux, comment vous fonctionnez, qui vous êtes, parce que je pense que c'est intéressant que tout le monde connaisse. Alors, ceux qui sont dans la salle, ceux qui sont aussi en live, et puis il y aura des replays, bien sûr, pour tout ça. Merci. Effectivement, alors on parle de souveraineté stratégique européenne. On l'étend au-delà des frontières de la France. Et pour cela, il est important d'avoir un outil de financement. Alors en France, on a la chance d'avoir un formidable outil qui s'appelle BPI France, créé en 2013, qui regroupait des dispositifs déjà existants, mais qui, sous la bannière de ce jaune propre à BPI, a pu se développer et a réussi quand même un certain succès qui fait une spécificité qui est remarquée par les autres pays aussi. Ne serait-ce que voir aujourd'hui l'affluence et la dynamique qui est révélée, je pense que c'en est tout à fait un des révélateurs. Mais il faut savoir qu'il y a au niveau européen une institution financière dont l'objet même est de financer les projets qui ont un intérêt pour l'Europe, et en particulier qui concourt à qui est ce thème qu'on développe ce soir, qui est cette stratégie, cette autonomie européenne. Il y a aujourd'hui un instrument qui permet d'accompagner dans le sens de financer des entreprises, de financer des projets portés par des collectivités territoriales, de financer des projets portés par des fonds d'investissement, par des banques, et chose assez étonnante, notamment dans un contexte budgétaire qu'on va dire contraint, notamment en France, mais aussi dans d'autres pays et des membres, ce dispositif européen ne coûte rien aux contribuables. Alors c'est un raccourci un petit peu rapide, mais je vais le développer en 2 secondes pour clarifier les choses. Nous ne consommons pas de budget, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de transfert budgétaire des États membres vers la BEI, il n'y a pas de transfert de la Commission européenne vers la BEI. On a un modèle soutenable et donc durable, qui est un modèle bancaire. Nous émettons sur les marchés financiers des titres obligataires, donc on se finance par ce biais, avec aussi une autre spécificité qui valorise et qui met en avant le rôle de l'Europe, c'est-à-dire que nous avons la meilleure notation possible, ce qu'on appelle le AAA. On a parlé de notation souveraine il y a quelques jours pour la France. On voit bien que c'est intéressant d'avoir un acteur européen qui est mieux noté
que la majorité de ses actionnaires. Nos actionnaires sont les États membres. Globalement, ils ont tous perdu leur AAA, quasiment. Et pour autant, l'acteur qui les représente au niveau à 27, au niveau européen, que ce soit la Commission ou la Banque européenne d'investissement, dispose toujours de cette meilleure notation. Alors cette notation, c'est bien en soi, mais ça permet surtout d'émettre sur les marchés et de se financer pas trop cher. Et en faisant ça, eh bien, comme nous n'avons pas vocation à faire du profit, nous transférons cet avantage qu'on a sur notre coût de la ressource à ceux qui nous allons financer, qui portent des projets, qui, par la nature même de leurs projets, correspondent aux enjeux, aux priorités que l'Europe souhaite se donner pour des thématiques importantes telles que la transition énergétique, telles que la défense et la cybersécurité. Ce sont des priorités que l'on se donne. Et pour accompagner les entrepreneurs, pour accompagner les entreprises, pour accompagner les promoteurs de projets, on leur fait bénéficier de ces meilleures conditions possibles, sans que, encore une fois, ça coûte et ça ne pèse sur le budget, les budgets nationaux des États membres. Donc ça, c'est une belle découverte, parce qu'effectivement, donc ce que je comprends, c'est que les pays européens contribuent, et ensuite, vous appuyez sur ça avec une belle note pour aller chercher des finances dans les marchés et redistribuer, entre guillemets, sous forme de prêts, de garanties, etc. Exactement. Et alors, ils contribuent quand ils rentrent dans l'Union européenne, ils deviennent actionnaires de l'institution, et c'est ça. Et alors, vous avez quand même 68 ans, pas vous, oui, mais la banque. Voilà, on parlait de BPI France qui avait une dizaine d'années, un peu plus, 12 ans. Mais voilà, 68 ans que vous œuvrez pour accompagner les entreprises pour les dimensionner au niveau européen. Exactement. Et on cherche l'impact de nos financements. Si on veut parler de volume, je peux vous donner quelques références chiffrées qui peuvent donner le tournis. En France, l'année dernière, 12 milliards d'euros d'investissement, à peu près 100 milliards par an sur l'ensemble du territoire européen, et on investit aussi un petit peu, 10% à l'extérieur de l'Union européenne. Vous l'avez compris, hein, l'échelle de mesure, on parle en milliards ici. Voilà. Mais derrière, ce sont des projets, ce sont des entreprises, ce sont des emplois qui sont créés et des projets d'innovation qui sont soutenus. Juste avoir en tête, et on peut en être fier au niveau européen, d'une banque qui a été conçue en même temps que le projet politique, hein, par le traité de Rome. Nos États fondateurs se sont dotés dès le départ d'un instrument de financement pour faire en sorte que nos économies européennes puissent converger et se développer. Donc, à côté du projet par nature singulier politique, il y a eu très tôt ce réflexe de financement pour se garantir une stratégie et une souveraineté européenne. Et ça fait aujourd'hui de cette banque qui a 600 milliards d'actifs sous gestion la plus grande banque publique au monde. Bien plus grande que la Banque mondiale, bien plus grande que l'ensemble des banques publiques, sans qu'on le sache. Ça, c'est dommage. On n'a pas la force de frappe de BPI en termes de communication. Mais on a les milliards. Mais je dirais qu'on a des financements en soutien des entreprises, des porteurs de projets qui portent quelque part les valeurs de l'Europe. On a parlé de vérité aujourd'hui. Je pense que la question de la sécurité, de la vérité, de l'information, c'est l'ensemble des sujets qu'on essaye de porter et qu'on essaye de soutenir. Il est intarissable, vous l'avez compris. Alors merci. En tout cas, nous, on va aussi parler cybersécurité avec vous, parce que vous avez monté une très très jolie boîte en 2015. Donc vous avez quoi, 10 ans, voilà, donc c'est pas si vieux, et avec une très très belle trajectoire. On va parler financement parce que c'est quand même un lien avec la BEI. Vous m'avez, quand on a préparé, expliqué que voilà, vous aviez pendant 7 ans autofinancé le démarrage, parce que c'est toujours le démarrage qui est compliqué. Après, quand on a du succès, etc., bien sûr, tout le monde vient nous voir. Mais vous avez une courbe, démarrage, vous allez nous expliquer. Ensuite, 25 premiers millions par des fonds français. Et puis, la BEI arrive, pas tel que Zoro, mais en tout cas, vous accompagne. Alors, dites-nous un petit peu comment vous avez fait tout ça et expliquez-nous ce que c'est que GetWatcher. Oui, donc effectivement, merci. Donc nous, on développe des logiciels. Donc on est un éditeur de logiciels en cybersécurité. On crée des sensors qui vont s'installer sur le réseau interne d'une entreprise et repérer, détecter et arrêter en temps réel les menaces cyber, donc les attaques cyber qui peuvent toucher le réseau interne de l'entreprise ou de l'organisation. Donc nos clients, ce sont 1200 clients à travers le monde, comme par exemple SpaceX, la NASA, en France de nombreux ministères, la plupart des banques françaises, en Afrique la Bank of Africa, dans toute l'Europe aussi également. Par exemple, tous les hôpitaux norvégiens sont protégés par nos solutions.
Donc nous, on est deux à avoir créé l'entreprise en 2015. Auparavant, j'avais créé avec le même associé Philippe Gillet Open Cyber, qui est une entreprise de services numériques en cybersécurité. Et en fait, notre secret, entre guillemets, c'est qu'on a financé l'amorçage de Gatewatcher avec les fonds générés par notre entreprise de services numériques. Il nous a fallu 4 à 5 millions d'euros pour créer notre MVP au début, donc notre premier produit vendable. Quand même 4 Voilà. à 5 millions d'euros, c'est pas rien. Mais pour être présent à temps sur un marché, il faut être là en avance. En 2015, quand on parlait cybersécurité, c'était déjà assez en avance par rapport aux besoins du marché et par rapport à la conception que les fonds d'investissement et les financeurs se faisaient du marché de la cyber. On était incubé au village Baïséa, pour ceux qui connaissent, et pourtant de nombreux fonds venaient visiter les startups du village. Mais le sujet cyber n'était pas encore assez sexy pour attirer en 2015 les fonds d'investissement, les investisseurs et les banques. Et même le Crédit Agricole, parce que Village Baïséa, c'est Crédit Agricole quand même. Alors, la banque n'avait pas d'outils d'investissement à l'époque dans l'innovation. Mais par contre, je dois dire qu'ils ont été très aidants, puisque le groupe Casa a financé nos premiers POC en interne sur l'infrastructure de Kagip. Donc on a eu très rapidement en fait, des clients bancaires sous footprint bancaire qu'on a eu en rejoignant l'incubateur. Et donc ça a créé une forme d'émulation. Puis en France, on a été assez en avance, les Français, avec l'ANSSI qui a mis en place un framework réglementaire de protection des opérateurs d'importance vitale, qui a intégré donc nos solutions comme obligatoires, qui intègre toujours nos solutions comme obligatoires pour ces opérateurs. Et donc on s'est fait certifier très rapidement par l'ANSSI. On s'est retrouvé en fait face à un géant comme Thales, qui était certifié un peu après nous, donc sur un marché réglementaire français et un marché plus large international. Donc il ne faut pas avoir peur des plus gros que soi. Vous êtes bien défendu. Voilà, donc il se trouve qu'on a donc, sur ce marché réglementaire donc d'équipement en France et le marché plus large du NDR, donc de la protection réseau des entreprises. Aujourd'hui, on a pris pratiquement 90% du marché français. Donc effectivement, il ne faut pas avoir peur des gros. Quand on est plus petit, on est plus agile. On a accès aussi assez rapidement aux clients. Je pense que les gros, souvent, développent in-house leurs solutions avant d'aller voir le client. Nous, notre force, c'est que nos clients en fait, ont été plus indulgents avec nous en étant plus petits et nous ont laissé développer chez eux la solution pour qu'elle soit mature assez rapidement. Et donc, c'est avec du test and learn qu'on a pu avoir un produit mature très vite. Donc, 7 ans, vous autofinancez avec les 4-5 millions nécessaires. Ensuite, vous faites rentrer un fonds en série A de 25 millions. Voilà, donc du coup, on génère du chiffre d'affaires assez rapidement, ce qui fait qu'on est rentable assez rapidement, autofinancé. Et donc, quand on fait rentrer notre premier fonds en 2022, quand la cyber est plus connue, plus sexy, avec plus de vision, et nous, un chiffre d'affaires, on va dire, plus conséquent pour justifier la crédibilité de notre histoire, on fait rentrer le fonds Move Capital, qui est un fonds TB, donc qui investit uniquement en software B2B. Et qui investit du coup en croissance des startups. Donc nous, on a vraiment bypassé en fait cette étape d'amorçage, de financement, ce qui fait que du coup aussi, on est resté actionnaire majoritaire. Oui, vous n'êtes pas trop dilué, voilà, c'est ça le sujet. Très peu dilué. Et donc dans ce contexte-là, en fait, l'arrivée de la BEI qui prête essentiellement sous forme de venture debt et un peu en equity sous forme de warrant, vient aussi préserver notre indépendance et nous accompagner dans une phase de croissance où la dilution des entrepreneurs en série B ou série C est souvent bien plus forte. Et donc, elle vient préserver notre equity. Et ça, c'est un facteur majeur, puisque souvent, les investisseurs internationaux, asiatiques, américains et autres, trouvent que les startups européennes et françaises sont beaucoup trop diluées en série C, et c'est un frein pour elles en fait, à l'investissement. D'accord, donc c'est un point important. Effectivement, la BEI ne dilue pas trop, entre guillemets.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent aujourd'hui et c'est vrai quand on arrive en série B, C, D, etc., c'est un peu la crainte. Donc qu'est-ce qui vous a plu dans cette société que vous avez donc accompagnée avec 25 millions? Est-ce que vous avez des secteurs de prédilection? Est-ce qu'il y a des critères? Parce que bon, toutes les personnes qui nous écoutent se disent bah, tiens, ça y est, je viens de découvrir la BEI, je vais peut-être aller les solliciter pour devenir le champion européen, voire après mondial. Mais voilà, comment vous sélectionnez? Alors, naturellement, on est sélectif parce qu'il y a beaucoup de demandes. Il y a une première sélection qui se fait de façon très prosaïque sur la taille. On n'est pas une banque de détail, donc on n'est pas en capacité aujourd'hui de financer en direct des PME ou des TPE. Non pas que ce ne soit pas un objectif, mais pour le faire, on va le faire de manière intermédiaire. C'est pour ça qu'on finance les banques commerciales comme publiques, on finance BPI France, pour qu'eux-mêmes puissent drainer, puissent utiliser des financements qu'on leur apporte pour financer les PME, les TPE. Vous avez une bonne coopération avec la BPI qui vous amène des dossiers, des boîtes. BPI, on les finance, on les garantit, on co-investit avec eux et eux-mêmes sont un élément de sourcing pour avoir des cofinancements sur des opérations ou dans les entreprises dans lesquelles eux-mêmes sont actionnaires ou bien où ils sont cofinanciers. On a ensuite, je dirais très schématiquement, trois niveaux d'intervention auprès des entreprises. Pour l'amorçage, mais encore une fois en France, on a la chance d'avoir BPI. Il y a un dispositif européen qui n'est pas réellement un dispositif de la Banque européenne d'investissement, mais qu'on soutient et qu'on accompagne à mettre en œuvre en faisant l'instruction technique et le suivi. Ça s'appelle l'EIC. J'en ai parlé pour ceux qui étaient tout à l'heure à la présentation des instruments financiers européens. Ça s'adresse à des entreprises en amorçage. On est sur du seed avec une partie subventionnelle et une partie en equity jusqu'à 30 millions d'euros. Donc vous faites un peu de seed quand même? De façon intermédiaire. Parce que c'est important. Tout à fait. On était sur la série A, B, C. Si je suis précis, un peu de ce n'est pas sur la BEI, c'est la Commission européenne. D'accord, ok. Simplement, la BEI prête ses agents pour faire les due diligence et le suivi des participations. Donc, quelque part, la BEI ne fait pas de seed et ne fait pas d'investissement. Le seed, c'est l'amorçage, je le dis pour ceux qui... Voilà. On ne fait pas d'investissement en direct equity, mais on le fait presque pour le compte de tiers, c'est-à-dire pour la Commission européenne. Alors, quels sont vos critères? Comment vous choisissez? Alors, nous, côté BEI, comment on intervient? L'EIC, ce sont des appels à projets qui sont lancés par la Commission européenne, et je renvoie directement sur le site qui sera le premier point d'entrée pour voir quelle thématique est développée à quel moment. Et sachez encore une fois que BPI fait un travail très bien puisqu'ils accompagnent les entrepreneurs de façon gratuite pour les aider à pitcher et à répondre à ces appels à projets. BEI en direct. On accompagne des entreprises avec deux types d'outils principaux. Le venture debt qu'on a utilisé pour GetWatcher et la dette corporate senior, ce pourquoi on était le plus connu et le plus reconnu jusqu'à présent, c'est-à-dire des grands projets portés par des grandes entreprises. Et là, je chiffre sur des projets supérieurs à 100 millions d'euros. On vient de signer, tu l'as cité tout à l'heure, Thales, la semaine dernière pour un projet à 450 millions d'euros, incluant du NDR, je crois qu'on en parle, mais sur le développement des radars, dans un secteur particulier sur lequel je vais revenir. Mais c'est tout un pan de notre activité, effectivement, financement en direct corporate sur des maturités longues auprès d'acteurs qui ont des capacités de pouvoir s'endetter à 100, 200, 300, voire on est monté jusqu'à 1 milliard d'euros de financement. Quand on finance la rénovation des infrastructures d'Enedis pour intégrer l'afflux énergétique d'énergie renouvelable, on est sur des montants de 800-900 millions d'euros. D'accord. Alors justement, par rapport à cette autonomie stratégique ou souveraineté, puisque c'est le sujet, il y a un vrai sujet de financement, mais c'est des secteurs sur lesquels vous allez aller en priorité? Exactement. Aujourd'hui, on développe des verticales d'investissement précises qui correspondent aux priorités stratégiques de l'Union européenne. La transition écologique, la transition énergétique est la priorité numéro 1 en volume par rapport à ce qu'on doit faire. On y consacre plus de 50% de notre activité. On finance aussi l'innovation, parce que l'innovation va financer la R&D, va asseoir la compétitivité des entreprises européennes pour demain être compétitives sur un marché mondial. L'évolution majeure, et je m'arrête un tout petit peu dessus, même si en termes de volume, on est moindre, c'est l'évolution stratégique de l'Europe et partant de son institution financière récente, qui a quelques mois, décision d'ouvrir au champ de financement de la BEI le secteur de la défense et de la sécurité. On a été sous le feu médiatique ces dernières semaines pour ce point-là, parce qu'on a changé un certain nombre de critères qui limitaient notre action dans ce secteur-là. Mais aujourd'hui,
pour garantir cette stratégie et cette autonomie européenne, nous ouvrons nos financements au secteur de la défense et au secteur de la sécurité. Et c'est en ce sens que le mariage, parce que nous on ne parle pas de financement ou de client, on parle souvent de partenariat avec Gatewatcher, a pu se mettre en place parce qu'on considère que l'entreprise qui est de Gatewatcher contribue aujourd'hui à la cybersécurité et donc rentre pleinement dans notre axe stratégique. D'accord, donc ça c'est nouveau, la défense et la sécurité, c'est quelque chose d'assez... Ça existait, mais c'était limité. D'accord. Et surtout, c'était limité par un certain nombre de critères, notamment l'aspect dual, notamment l'applicabilité principale au civil. Bref, ça contraignait un tout petit peu l'exercice. On a souhaité, et si bien qu'on avait des volumes de financement disponibles qui n'étaient pas utilisés. Ce qui est dommage, puisque à côté, on voyait des entreprises qui nous disaient « on en a besoin, mais on ne répond pas à vos critères ». Ce qu'on a fait, et ce qui dans le monde européen n'est pas toujours évident, on a fait bouger les lignes. Et on l'a fait dans un temps relativement court, avec le soutien unanime des États membres. Là encore, il faut le souligner, ce n'est pas toujours que ça arrive, mais ça a pu changer en quelques mois, si bien qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité de financer les projets relatifs à la défense. D'accord, ok. Vous faites la santé aussi, etc., j'imagine. Donc voilà, donc il y a quand même un panel de critères assez étendu. La souveraineté, on en parle. Ce qui est intéressant, c'est quand on a préparé, vous m'avez parlé, et je trouve ça utile, parce que la souveraineté, c'est souvent des infrastructures, de l'infinancement ou de l'investissement sur de l'infrastructure. Et en France, on a beaucoup d'entreprises de services, on a beaucoup de SN, par exemple, les anciennes SS2I, parce que finalement, ça demande un peu moins de capitaux. Et le pain point, comme on dit, enfin la douleur, le point de douleur en France, en tout cas, ou en Europe, c'est de ne pas avoir assez de capitaux. Quel est votre constat? Parce que vous parlez aussi avec beaucoup d'amis entrepreneurs, hein, parce qu'on parle de Mistral IA, on parle de OVH, on parle de tous ces gens-là. Voilà, quelle est la solution et comment on peut... votre analyse, en fait Tout ça en 4-5 minutes, bien sûr. Oui, évidemment, évidemment, très rapidement. En fait, comme je vous disais en introduction, nous, on a créé avant une entreprise de services numériques qui nous a permis de financer la création de Gatewatcher et la R&D pour aboutir à un produit vendable et qui a créé la croissance qui nous a menés jusqu'ici. Mais si on reprend les éléments d'un point de vue purement rationnel, économique, si j'avais voulu gagner plus d'argent plus rapidement, j'aurais dû rester sur mon entreprise de services numériques et j'aurais pris moins de risques et j'aurais atteint la rentabilité plus rapidement parce que du coup, j'aurais pas réinvesti les bénéfices d'Open Cyber dans Gatewatcher. Donc, en fait, on a traversé une forme de vallée de la mort avec mon associé, puisqu'on a réinvesti tous nos bénéfices d'Open Cyber dans Gatewatcher à la création, et qu'une entreprise de deep tech dans la cyber, il faut qu'elle soit créée avant que le marché ait clos, pour être prêt, et en même temps, elle demande de forts investissements. Donc ça, c'est une équation qui est compliquée à expliquer à des investisseurs. Donc, on a pris, en gros, 10 ans de risque entre la création en 2012 d'Open Cyber et notre première levée de fonds en 2022 sur Gatewatcher. Alors, ne faites pas peur à tout le monde, vous avez pris des risques. En fait, vous avez un côté très citoyen. Vous avez pris des risques pour l'autonomie stratégique. On les a pris déjà par passion. Parce qu'on adore notre métier, qu'on est passionné par en fait, notre mission qui est d'offrir à nos clients des produits qui protègent leur business, leur organisation, leur activité. Ça, c'est avant tout une passion. Et puis par ambition aussi, de montrer qu'en France, avec finalement moins de moyens que dans plein d'autres pays comme les US, on peut faire aussi bien, aussi rapidement et donc, du coup, être un vrai compétiteur pour nos concurrents américains. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, Gartner, que vous connaissez sûrement, qui fait la pluie et le beau temps dans le secteur de la tech et dans la cyber, en référençant les boîtes de produits. Dans notre segment qui s'appelle le NDR, Gartner a référencé les 11 meilleurs. On est le 3e, on est le seul visionnaire parmi 11 players, 10 Américains, un Français. On peut l'applaudir juste 2 minutes quand même, parce que c'est chouette. Non, mais c'est chouette d'avoir des champions français quand même. On le dit pas assez, mais voilà, vous avez d'autres exemples aussi de champions qu'on peut citer,
qui sont sur une bonne... Oui, en fait, alors on est les premiers à être en même temps certifiés par l'ANSSI et à être listés par Gartner comme un des meilleurs mondiaux dans un segment de la tech en cyber. Mais ça veut dire que c'est faisable en prenant évidemment plus de risques. Mais je pense que l'écosystème de l'innovation et de la tech a changé aussi énormément depuis qu'on a monté Gatewatcher en 2015. C'est bien plus facile de faire de l'amorçage. La BPI vient bien plus en renfort de fonds à la création des boîtes de deep tech. Ça, c'est nouveau. En 2015, ça n'existait pas. Donc, nous, on l'a créé à une époque en fait, où tous ces dispositifs n'existaient pas. Et donc, on était voilà, dans un ancien monde qui est aujourd'hui le nouveau monde du financement et bien plus simple à l'amorçage. Et donc, il y a beaucoup moins de barrières aujourd'hui pour faire une boîte de deep tech. Chouette. Alors, peut-être cette dernière petite partie, il nous reste 5 minutes. J'aimerais qu'on parle à l'audience, à l'auditoire. Souvent, j'entends Nicolas Dufour dire « allez vous faire voir ailleurs ». J'aime bien ce claim parce que c'est comment on prend tout de suite un costume européen, demain mondial. Quels conseils vous pourriez donner à l'audience, à ces entrepreneurs, entreprises qui nous regardent, pour tout de suite se dire « voilà, j'ai une ambition non seulement européenne, mais demain mondiale ». Voilà, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et puis, je vous poserai la même question, Jacques. Le conseil, je ne me permettrai pas, je ne suis pas entrepreneur, mais le si on conseil veut des que je peux conseils, donner, si on veut des conseils, c'est il existe des outils, soyez curieux. L'Europe notamment paraît souvent lointain, complexe, et il y a des équipes, notamment BPI, qui aident à décrypter le mode opératoire. On est là aussi côté BEI pour vous accompagner. Il existe des ressources de financement. C'est sélectif, c'est évident. Mais quand vous bénéficiez d'un financement BEI ou du groupe BEI, c'est aussi un effet signal assez important aux autres acteurs financiers. Pourquoi? Parce qu'on sait que vous êtes passé à travers le tamis d'une analyse financière, on a étudié l'ensemble des externalités du projet, l'impact économique, social, environnemental, etc. De telle manière que ça rassure aussi les autres, et c'est pas un must, enfin c'est pas indispensable, mais c'est un accélérateur pour la croissance. C'est une pré-garantie. Alors, il n'y a pas que nous. Je veux dire aussi, il y a plein de dispositifs européens. Je pense qu'on peut le mentionner. Seule chose c'est quoi, Business France, etc. Ou... qui sont des dispositifs français, mais non, mais il y a Horizon Europe, il y a pas mal de choses qui accompagnent les entreprises dans les différents stades de maturité. Ce que je peux dire et qui est intéressant pour parler de l'institution que je représente, c'est que quand en fait, on n'est pas sur un appel à projet. On construit ensemble avec le porteur de projet, avec le chef d'entreprise, on construit le projet. Ça se fait dans la durée, il y a des choix qui sont faits, on questionne la technologie, mais ça fait progresser aussi l'entreprise. J'espère que Jacques ira dans ce sens, mais ce n'est pas simplement un financement qu'on vous donne. C'est un accompagnement aussi. C'est un accompagnement, on compte sur vous, parce qu'on mise sur vous pour que vous performiez. C'est pas de temps, et c'est aussi dans la genèse même de l'institution. On n'est pas sur un arbitrage entre je prends du risque et j'aurai un return. Notre équilibre, il n'est pas là. C'est pas plus je prends de risque, plus j'aurai un gros paquet de retours. Ce qu'on souhaite, c'est que le projet se fasse dans les meilleures conditions possibles et qui dure. Bien sûr. Et donc, du coup, Jacques, on mise sur vous, c'est ce qu'on a compris. On a parlé de Next 40, on a parlé de Startup Nation. Est-ce qu'on pourrait parler d'un je sais pas, souverain funding, je sais pas, qu'est-ce que vous, en 2 mots, un petit conseil pour nous? En fait, déjà, j'ai envie de dire que pour nous, si je dois faire un petit feedback, donc on a bouclé cette levée de fonds avec la BEI en juin dernier. Et dans le contexte géopolitique qu'on vit actuellement, avec un besoin de renforcement en tech de l'Europe, les clients sont bien plus sensibles à l'adoption de tech et de deep tech européennes. Donc, moi, je le vois. Ça va dans le bon sens. Donc, ça va vraiment dans le bon sens. Et dans l'écosystème cyber, ça a été vraiment un signal. On est la première, le plus gros investissement en cyber pour la BEI. Et je vois vraiment très bien dans ma démarche commerciale avec nos prospects. C'est un argument très fort aujourd'hui qui était plutôt relégué en 3e ou rampe de décision pour les clients sur leurs achats. Aujourd'hui, le fait qu'on soit européen, qu'on soit classé parmi les meilleurs mondiaux, c'est un critère fort qui veulent donner aussi à nos concurrents américains qui souvent dumpent
les prix sur le marché pour acquérir un marché et après derrière les remontent. Les clients sont aussi de plus en plus sensibles à ce qu'on appelle le vendor lock-in qu'imposent les fournisseurs US souvent. Et donc, ça permet de créer une nouvelle voie. Donc, un signal fort. Maintenant, je pense que fort de ces éléments-là, aujourd'hui, il faut se lancer en fait, hein, parce qu'il y a un boulevard. Les clients attendent des solutions, des produits en cyber, mais dans plein d'autres domaines, qui soient européens. Et finalement, c'est moins cher de développer un produit en Europe que de le développer aux US, même s'il y a moins accès à du cash, à des fonds propres pour démarrer. Mais c'est moins cher aussi de démarrer. Donc, il faut le faire parce que ce que nous, on a vécu pendant 10 ans, c'est plus une réalité. Aujourd'hui, c'est bien plus facile. Et si je devais redémarrer une boîte aujourd'hui, j'arriverais à un niveau de maturité que j'ai mis 10 ans à atteindre pour GetWatcher en 5-6 ans maximum. Et ben, ce sera le mot de la fin. Donc, ce qu'on comprend, c'est que vous êtes récidiviste, mais vous êtes prêt à créer une troisième boîte. Donc, on peut continuer à miser sur Jacques. Et puis que la BEI est un vrai partenaire qu'on connaît peu, mais j'espère qu'on a mieux découvert ce soir. C'est un vrai tremplin et la souveraineté, l'autonomie stratégique, c'est des vrais sujets. On compte sur tout le monde, la BPI France, bien sûr, la BEI européenne, et puis bien sûr cette coopération avec les différents fonds. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été là. On peut les applaudir. C'était un sujet passionnant. Et on vous remercie de votre attention.